Bonjour, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui donc pour une présentation qui porte sur les plantes alimentaires en France au fil de l'histoire, donc ces espèces nouvelles qui sont venues petit à petit enrichir notre patrimoine culinaire. Donc je suis Véronique Materne, c'est une présentation qui a été préparée avec la complicité de Marie-Pierre Ruas. Nous sommes toutes les deux chercheurs au CNRS dans une unité du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Alors, comme premier exemple de ces plantes, j'ai choisi une espèce que l'on voit depuis peu sur les étals de nos grands magasins. Il s'agit du physalis. L'espèce qui nous est proposée est donc d'origine américaine, puisqu'il s'agit de l'espèce Physalis peruviana. Mais déjà dans ses noms vernaculaires, on devine son origine exotique, puisqu'on l'appelle aussi coqueret du Pérou, groseille du Cap, lanterne japonaise. Ceci dit, tous les physalis ne sont pas d'origine américaine. Il en existe également des espèces européennes, indigènes, beaucoup moins connues. Et donc c'est le cas de l'alkékange ou amour en cage, Physalis alkekenji, que l'on va retrouver de manière abondante dans des sites néolithiques, donc des premières communautés d'agriculteurs qui se sont installées donc, sur les grands lacs de la région du Jura. Sur des habitats sur l'eau, et on va retrouver cette espèce en abondance sous forme de semences, de restes gorgés d'eau dans les déchets liés à ces habitats. Alors, deux raisons possibles à la présence de cette espèce. Elle a bien entendu un intérêt alimentaire, les fruits sont comestibles et riches en vitamines, mais c'est également une espèce qui a pu profiter des pratiques agricoles mises en œuvre durant ces périodes, puisque la végétation qui entoure ces sites est celle d'une forêt dense. C'est le type de végétation qui représente l'équilibre en Europe tempérée. Et donc, pour pouvoir installer des espaces de culture, ces populations ont ouvert des clairières à l'aide du feu. Et l'ouverture de ces espaces aurait pu profiter à cette espèce qui a des racines traçantes et qui forme très vite de très grandes colonies avides de lumière, raison pour laquelle on peut la retrouver donc dans ces sites. Ceci dit, on la retrouve également dans d'autres contextes où là vraiment son utilisation alimentaire est bien mise en évidence. Il s'agit d'habitats urbains de l'époque romaine et médiévale, et on va retrouver donc les semences d'alkékange en abondance dans des latrines ou dans des puits qui ont servi ensuite de dépotoir, avec donc là vraiment une mise en culture probable de l'espèce à des fins alimentaires. Ces mises en culture, elles n'entraînent pas forcément de phénomène de domestication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement différenciation entre une espèce sauvage et une espèce domestique. On peut très bien mettre en culture des espèces sauvages qui vont rester, génétiquement parlant, des espèces d'origine. Alors, notre patrimoine culinaire, ce premier exemple le montre de manière claire, c'est en fait une construction historique plurimillénaire, puisque la plupart des plantes et des animaux domestiques que nous consommons en Europe sont en réalité d'origine étrangère. Elles sont devenues au fil des histoires donc des aliments de notre quotidien, qu'on qualifie même parfois de traditionnels ou qu'on pense être très anciens, qui participent d'une certaine identité culinaire. Mais en réalité, au fil de l'histoire, de nombreuses espèces ont été importées, acclimatées et sont donc devenues des composantes de notre alimentation. Alors d'emblée, quelques précisions concernant le vocabulaire. Donc, quand on parle d'une espèce exotique, il s'agit en fait d'une plante d'origine étrangère qui n'a pas été acclimatée dans le pays d'accueil parce que dans certaines conditions, le climat ne lui convient pas ou elle ne peut pas fructifier sous nos régions. Mais elle continue donc d'être importée au fil de l'histoire et elle est alors disponible parfois en quantité réduite, ce qui peut en faire un produit de luxe. L'acclimatation désigne un autre processus. Il s'agit là de l'adaptation avec succès d'un organisme vivant dans un environnement différent de son lieu d'origine. Par contre, la reproduction sexuée de l'espèce peut parfois être inféodée à l'intervention humaine. Dans le cas contraire, on va parler de naturalisation, quand l'espèce peut se reproduire sans l'aide de l'homme. Alors pourquoi est-ce que l'homme intervient? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Dans certains cas, on va privilégier une reproduction par voie végétative, de manière à conserver les caractéristiques de l'espèce et éviter un brassage génétique à chaque génération.
Et dans d'autres cas, on va importer l'espèce, mais pas forcément son pollinisateur. C'est le cas, par exemple, d'une plante qui arrive, mais sans l'insecte qui permet en fait la pollinisation. Et donc, l'homme va devoir effectuer une pollinisation manuelle. C'est le cas à l'heure actuelle, par exemple, de la vanille ou du palmier dattier. On parle également de plantes nouvelles. C'est une plante dont on enregistre pour la première fois la présence dans un lieu donné, différent de son lieu d'origine présumé. Et la présentation d'aujourd'hui porte justement sur ces différentes vagues d'arrivée d'espèces nouvelles en France. Alors, beaucoup de plantes ont été domestiquées sur tous les continents, mais ce qu'on remarque d'emblée, c'est le faible nombre d'espèces domestiquées en Europe, raison pour laquelle de nombreuses espèces étrangères ont été donc importées, acclimatées, diversifiées par la suite en Europe. Alors ces zones de prime domestication, elles ont été donc mises en évidence d'une part par la diversité des espèces sauvages se rapportant à un genre botanique observé dans certaines régions, et par ailleurs par la présence des progéniteurs sauvages des espèces domestiques, donc les espèces sauvages dont sont dérivées ces espèces domestiques avec une différenciation génétique qui a été induite par donc, les pressions de sélection imposées par l'homme sur la plante. Donc il y a une filiation génomique entre ces progéniteurs sauvages et les espèces domestiques. Alors comment est-ce qu'on met en évidence l'histoire longue de ces plantes ? En réalité, des restes de fruits et de graines, qui sont donc des témoins privilégiés de l'arrivée de ces espèces, peuvent se conserver dans les lieux de vie ou d'activité des populations passées. Et donc, on va rechercher ces restes en contexte archéologique, à la fois dans les niveaux de sol et dans les structures donc, liées à ces anciens lieux de vie. Et ces restes, ils vont être contextualisés et datés par le mobilier archéologique associé donc à la découverte. Donc là, vous avez deux exemples de ces types de restes. Un premier exemple ici avec un lot de fruits de grenades donc, qui ont été découvertes sous forme carbonisée dans des sites antiques détruits par l'éruption du Vésuve. Et donc ces restes ont été trouvés dans une fosse en abondance. Et l'étude a montré qu'il s'agissait de restes immatures, donc probablement pas associés à l'alimentation, mais plutôt à une activité artisanale de type tannerie, puisque ces fruits immatures contiennent beaucoup de tanins et permettent donc de faciliter les processus liés à cet artisanat. Un autre exemple assez stupéfiant de la conservation de restes végétaux en contexte archéologique, puisqu'ici il s'agit d'une prairie, d'un fragment de prairie d'époque médiévale qui a été donc enseveli par un glissement de terrain dans un site localisé en Suisse. Et en fait, c'est la présence d'un sédiment très humide, très compact, qui a permis de fossiliser en quelque sorte ce fragment de prairie dans lequel on aperçoit encore des restes végétaux, comme ici ces capitules donc, de plants de la famille des pissenlits. Donc l'étude de ces restes a permis en fait de retrouver certaines caractéristiques liées à cette pâture, notamment le fait qu'elle avait été artificiellement fumée. Donc ça nous donne un premier aperçu des types de témoins que l'on peut solliciter. Et ces témoins font l'objet donc de l'archéobotanique, qui est un ensemble de disciplines qui font maintenant partie de la démarche archéologique courante, et qui constitue un jalon entre la paléobotanique, c'est-à-dire l'étude des plantes fossiles disparues, et l'ethnobotanique, qui est l'étude des plantes utilisées donc, par les sociétés actuelles. Donc, l'archéobotanique, ce sont en fait les témoins de toutes ces relations qu'entretenaient les sociétés anciennes avec le monde végétal, aussi bien pour l'alimentation, la médecine, les plantes d'ornement, l'artisanat, enfin toute une série d'activités. Les restes auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, ils sont l'objet d'études d'une discipline qui s'appelle la carpologie, donc qui s'intéresse spécifiquement aux restes de fruits et de graines découverts dans les contextes archéologiques, mais également à tous les organes qui assurent la reproduction végétative, les bulbes, les rhizomes,
et également aux préparations alimentaires qui sont issues de la transformation donc, de ces matériaux particuliers. En pratique, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, dans les structures archéologiques, ici l'exemple d'une fosse de stockage, vous apercevez au fond de cette fosse une couche noirâtre qui correspond en fait à des restes végétaux brûlés. Ces restes végétaux, ils peuvent être carbonisés à la suite de différents épisodes. Ici, ça peut être un épisode d'incendie d'un habitat. Ça peut être également des ratés de four et donc des rejets de cuisson qui ont été un petit peu trop longues et qui ont donc entraîné une carbonisation de ces restes. Et donc on va prélever en fait de la terre dans ce type de structure, sédiment qui va être ensuite tamisé sur des grilles très fines. On tamise jusqu'à des mailles de quelques dixièmes de millimètre. Et ensuite, le sédiment qui est demeuré dans le tamis va être mis à sécher et trié sous loupe binoculaire, de manière à isoler les restes végétaux qui seront donc l'objet de notre étude. Ces restes, dans la mesure où on a affaire à des sociétés qui évoluent dans un climat relativement semblable à l'actuel, ça concerne donc des plantes qui n'ont pas disparu, qui existent encore actuellement et que l'on va donc pouvoir identifier par comparaison avec une collection de références de semences actuelles qui nous permet en fait d'observer les caractéristiques anatomiques, morphologiques de ces spécimens archéologiques et donc de leur attribuer une identification. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué, la préservation pendant des millénaires de ces restes organiques fragiles, elle est autorisée dans des contextes particuliers ou à la suite de procédés particuliers également. Le plus fréquent étant donc une carbonisation, c'est-à-dire une transformation de la matière organique en carbone sous l'effet de la chaleur. Donc, ces restes carbonisés, il s'agit très fréquemment de plantes alimentaires puisque on va utiliser le feu soit pour éliminer les parties non comestibles liées à ces espèces, soit pour modifier leur saveur, leur texture dans le cadre de pratiques de cuisine, de préparation de ces aliments. Donc beaucoup de ces plantes que l'on retrouve sous forme carbonisée sont des plantes de grande consommation, comme les céréales, les légumineuses ou encore les fruits, mais on trouve également associés à ces restes des résidus liés en fait au traitement des récoltes, comme les plantes de mauvaises herbes, entre guillemets, ou les parasites liés à ces cultures. Un autre mode de préservation un petit peu moins fréquent des restes végétaux, lui n'implique pas de transformation physico-chimique des restes, mais des conditions ambiantes de préservation, puisque on retrouve également des restes qui sont imbibés, gorgés d'eau, dans des habitats où il y a de l'eau en permanence. Donc ce sont d'anciens cours d'eau, des niveaux de lacs ou le fond de puits qui sont restés en eau depuis l'époque d'enfouissement de ces restes. Donc là, les restes n'ont pas subi de transformation et vous avez ici l'exemple de résidus qui évoquent du marc de raisin avec donc la présence des pépins, mais également des pédoncules, des tiges et des fragments de feuilles. Donc là, probablement un résidu de pressage de raisin pour obtenir donc le jus qui sera ensuite mis à fermenter. Un mode de préservation un petit peu plus particulier, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Et c'est un processus qu'on va essentiellement retrouver associé à des types de structures, de type donc des latrines, des fosses d'aisance, des niveaux de fumier. Et là, on a affaire à une fossilisation artificielle des restes par précipitation de sels minéraux qui vont reproduire un moulage de la graine ou du fruit. Donc là, il n'y a plus de matière organique, mais la reproduction, parfois très fine, de ces matériaux, de ces semences. Donc ici, on a l'exemple d'un fruit associé donc au céleri. Alors, malheureusement, il y a également des plantes qui sont plus rarement attestées parce qu'on ne va pas consommer les fruits et les graines, ou bien on va consommer les graines sous forme broyée, donc c'est le cas de nombreuses épices et aromates,
où on va consommer d'autres parties de la plante, les tiges, les feuilles, les racines. Et donc, il y a moins de possibilités pour ces types de restes végétaux de se préserver en conditions archéologiques. Et donc, il y a toute une série d'espèces sur lesquelles on a un petit peu moins d'informations à cause de leur mode particulier de consommation, précisément. Alors, on l'évoquait, donc, de nombreux épisodes de domestication dans le monde tout au long de l'histoire, et autant d'épisodes d'introduction de ces plantes. Et donc le patrimoine alimentaire en France, il va se caractériser par une succession de grandes vagues d'arrivées d'espèces qui vont se poursuivre jusqu'à l'époque actuelle. Donc on identifie 5 temps forts dans l'apport de ces nouvelles plantes qui sont à la fois issues de l'Ancien et du Nouveau Monde. Donc temps forts qui s'effectuent au gré des migrations humaines, de l'expansion colonisatrice, des voies commerciales qui sont mises en place et des échanges entre les différentes communautés humaines. La première grande vague d'introduction, c'est évidemment celle qui est liée à la mise en place donc, de ces premières communautés agricoles pendant le néolithique et qui implique des espèces qui ont été domestiquées donc, dans la zone dite du croissant fertile, donc au Proche-Orient, en Anatolie, avec toute une série de plantes qui sont concernées, donc essentiellement des céréales de type blé, orge, peut-être également le seigle, des légumineuses, les pois, la lentille, mais également d'autres plantes comme le lin, qui fait partie des premières plantes domestiquées à être importées en Europe, à la fois donc pour un usage alimentaire, on en consomme les graines et on va en extraire de l'huile, mais également un usage textile, qui est là aussi bien avéré donc dans les palaffites du néolithique. Et également une plante particulière, le pavot, puisqu'il s'agit d'une des rares plantes qui étaient domestiquées en Europe. Donc, cette plante, elle est attestée dans plusieurs sites, en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, et ce, dès les premières phases du néolithique. Donc là, on a affaire à une culture qui est la culture rubanée. Et on a affaire, avec les mentions de pavot, à la seconde phase d'extension de cette culture, puisqu'on n'a pas d'indice de pavot qui soit localisé au Proche-Orient, en Turquie ou dans les Balkans, donc dans la zone de la première extension de cette culture rubanée. Donc c'est essentiellement en Europe du Nord-Ouest qu'on va repérer donc, ces restes de pavot, et avec des occurrences qui sont très anciennes, déjà peut-être depuis le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Également des formes sauvages qui sont connues donc, dans le nord-ouest du bassin méditerranéen, qui ont notamment été décrites par de Candolle, donc dans la première moitié du 19e siècle. Mais un foyer initial de mise en culture de cette plante qui reste à déterminer. Et pour cela, il faut affiner la chronologie des découvertes et donc effectuer des datations directes sur le matériel. Et c'est vraiment l'objet de programmes de recherche qui se développent donc, récemment. D'autres plantes qui sont un petit peu singulières donc dans ce premier pack d'espèces. Et c'est le cas d'une espèce de blé qui a été reconnue pour la première fois en Grèce, en Bulgarie, et ensuite identifiée un petit peu partout en Europe. Et c'est une espèce qui, au départ, n'était connue qu'archéologiquement. C'est une espèce qui est intermédiaire entre deux blés qui sont vraiment les piliers des agricultures du néolithique, les blés en grains et amidonniers, qui sont répandus dans tous les habitats du néolithique. Et cette espèce présentait des caractères morphologiques intermédiaires entre ces deux blés. Donc très longtemps, on n'a pas réussi à la nommer et on s'est aperçu que du point de vue morphologique, elle ressemblait beaucoup à une espèce qui est encore cultivée de manière marginale en Géorgie, donc le blé Timofévi. Et ce n'est que récemment, grâce à l'étude de l'ADN ancien, donc effectuée sur ces restes, qu'on a pu démontrer que cette espèce de blé était effectivement liée à la lignée de ce blé Zandouri, grâce à son génotype particulier, qui est donc d'un type reconnu sur le matériel archéologique. Un autre blé qui n'a pas suivi le schéma d'évolution des
de l'engrain et de l'aminonier que j'évoquais précédemment, c'est le blé épeautre, puisqu'il apparaît plus tardivement en Europe que les autres blés. Donc c'est un blé génétiquement très évolué. On parle de blé hexaploïde, donc c'est également le cas pour le blé tendre. Et ces blés très évolués, ils ne possèdent pas d'ancêtres sauvages directs. Et dans le cas de l'épeautre, en fait, on soupçonne sur des bases des études génétiques qu'il y a eu 2 épisodes de processus distincts qui ont vu l'émergence de ce blé à la fois en Asie et puis en Europe, mais selon des processus, enfin des hybridations qui n'étaient pas identiques. Donc ce blé, il a d'abord été identifié en France donc, pour la phase finale du néolithique, donc entre 2300 et 2200 avant Jésus-Christ. Et ensuite, on le retrouve en abondance durant les âges des métaux, donc durant les millénaires qui suivent, avec une distribution particulière, puisque c'est un blé qui est bien adapté au climat froid et pluvieux. Et donc, on va essentiellement retrouver une distribution centrée sur le quart nord-est de la France, dans le prolongement d'une zone de culture qui implique également l'Allemagne, la Suisse et également d'autres régions. Alors ce blé est extrêmement évolué, donc sa farine est panifiable, mais il conserve un caractère particulier qui est donc issu de ce croisement, puisque c'est un blé dont l'épi est fragile et dont les grains, après battage, vont rester enfermés dans des enveloppes extrêmement coriaces. Donc c'est un blé qui, du point de vue technique, présente des contraintes, il est difficile à décortiquer. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, il a été donc supplanté par des blés plus faciles à nettoyer qui offraient un intérêt à partir du moment où il fallait traiter de très grandes quantités de nourriture et disposer donc de blés faciles à commercialiser sous forme de grains nettoyés. Donc après le néolithique, ces espèces connaissent donc des temps forts. Et une seconde grande vague d'arrivée des espèces va se placer donc, au cours des âges du bronze, donc entre le 3e millénaire et le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et ces secondes grandes vagues d'arrivée d'espèces vont voir la montée en force des orges et donc le développement des cultures d'épeautre, du New-Gulmuid, donc le blé Timofeevi, mais également et surtout le développement des millets. Donc, les millets, ce sont des céréales à petits grains qui ont été domestiqués en Chine dans le courant du 8e millénaire avant Jésus-Christ et qui vont donc se diffuser plus tardivement en Europe. En France, on les voit arriver via donc, le nord-est de la France, via le complexe nord-alpin, et elles se diffusent ensuite sur l'ensemble du territoire de manière rapide et spectaculaire au cours du 2e millénaire. Donc, 2 espèces sont impliquées, le millet des oiseaux et le millet commun, mais c'est surtout le millet commun qui va connaître un très grand développement. Et on va trouver cette espèce en abondance à la fois dans les assemblages carpologiques, donc liés au site archéologique, mais on en met également, on l'a également mis en évidence sa consommation, donc à partir des analyses isotopiques réalisées sur les squelettes humains, qui permettent d'avoir donc des informations sur la consommation de certaines espèces dans la mesure où c'est une plante qui va avoir une signature particulière. Or, ces espèces de millets, elles vont connaître un très grand engouement au cours des âges du bronze et elles vont décliner fortement à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ pour vraiment tomber en désuétude. Donc, c'est l'exemple d'espèces qui, au cours de l'histoire, vont changer de statut, connaître un temps fort et ensuite devenir des plantes secondaires, voire des cultures relictuelles. D'autres espèces sont impliquées outre les millets. On a donc toute une série de légumineuses qui vont également connaître un grand essor au cours des âges du bronze et une plante de la famille du colza qui va être mise en culture, là aussi de manière très répandue, de manière à produire de l'huile. Donc c'est la caméline qui était encore cultivée au XIXe siècle de manière régulière en France.
On avance donc dans le temps et au cours des âges du fer, donc entre 800 et 50 avant Jésus-Christ, plusieurs grands phénomènes vont se produire, mais ce qu'on observe, c'est que les agricultures vont de plus en plus se centrer sur les céréales, et notamment sur des céréales faciles à nettoyer. Donc c'est ce que j'évoquais, ce sont des céréales qui, après le battage, permettent d'obtenir des grains déjà nettoyés, qui se prêtent davantage aux échanges et au développement d'un commerce des céréales, puisque ce que l'on observe aussi au cours des âges du fer, ce sont des phénomènes d'urbanisation un peu plus précoces dans le Midi et un peu plus tardifs dans le nord de la France. Mais donc on va avoir le développement d'autres types d'activités que l'agriculture, un grand essor de toutes les activités artisanales et donc des phénomènes d'urbanisation qui vont s'accroître. Et donc l'obligation de nourrir des populations qui ne sont plus seulement des populations de producteurs. Ce qu'on observe également au cours de ces périodes, dans le sud de la France, c'est donc un développement de la culture de la vigne, à la fois dans le territoire de la colonie grecque de Marseille, aussi bien qu'en contexte indigène, et ceci donc à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Également l'arrivée d'autres plantes exotiques, on avait parlé de l'arrivée précoce du lin, l'arrivée d'une autre plante qui est à la fois oléagineuse et textile, c'est le chanvre. Elle est plus tardive, puisque là, on a affaire à une espèce qui est originaire donc, des extrêmes orient et qui aurait déjà été donc, cultivée en Chine depuis le 3e millénaire. Donc, en France, cette espèce n'est pas reconnue avant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là aussi, donc, un double emploi, puisqu'on exploite à la fois les semences donc, pour produire de l'huile et les tiges donc, pour produire de la matière textile. Une grande vague à nouveau d'arrivée des espèces, c'est l'époque romaine. Donc, tout à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et ensuite les 5 siècles qui suivent. Et l'époque romaine va se caractériser par vraiment une diversité importante dans les plantes qui sont liées aux vergers, aux jardins. C'est vraiment un essor spectaculaire de l'horticulture et de l'arboriculture fruitière qui se produit, avec donc également une diversité des lieux de production, des villas romaines, donc des grands domaines agricoles qui restent orientés vers la production des céréales, des légumineuses, des espèces qui sont à la base de l'alimentation, mais également les agglomérations qui vont commencer à jouer un rôle, puisqu'elles sont entourées de ceintures vertes, avec donc un développement des vergers, des vignobles et des espaces de culture où vont être développées d'autres espèces, les fruits, les aromates, les condiments, les légumes, avec toute une série là, de plantes exotiques qui vont être petit à petit acclimatées et diversifiées dans tous les types d'habitats. Alors, ces espèces exotiques, elles arrivent en premier lieu dans les contextes urbains, parce que ce sont des contextes dans lesquels on a des grands marchés. On a à la fois une facilité de transport, de stockage d'espèces fragiles, et petit à petit, donc, on les voit après se diffuser dans les campagnes où elles sont là acclimatées, diversifiées. Donc là, l'exemple d'un assemblage de fruits retrouvés dans un contexte funéraire, puisque à l'époque romaine, les rites impliquent donc une crémation du corps sur un bûcher, sur lequel on va souvent déposer des denrées alimentaires et très fréquemment des fruitiers. Et ici, l'exemple donc d'un bûcher du 1er siècle après Jésus-Christ, découvert en région parisienne sur le site de Bonneuil, où on observe donc des baies de raisin, mais également des espèces un petit peu plus inhabituelles, comme ici des coques d'amandes, et là des fragments de chair et de noyaux de dattes. La date faisant donc partie de ces espèces exotiques qui ne peuvent pas fructifier en France, et dont on va emporter les fruits d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique ou de Judée. On retrouve ces espèces en contexte funéraire, mais également très fréquemment dans les camps militaires installés donc sur les frontières, notamment la frontière du Rhin,
et dans les agglomérations donc, qui sont liées à ces coins, avec ensuite une diffusion vers l'intérieur des terres. Alors, quelques espèces sont elles aussi des plantes nouvelles arrivées à la période romaine, et c'est le cas du pommier. Donc on a en Europe une espèce de pomme sauvage qui est Malus sylvestris, qui est une composante de la forêt, et on va retrouver les fruits de cette espèce sous forme de petites pommes coupées en deux, mises à sécher et donc quelquefois carbonisées dans les habitats du Néolithique. Mais cette espèce sauvage n'a pas contribué à l'apparition du pommier domestique, qui est en fait lié à une espèce sauvage. Donc ce serait une espèce qui aurait été domestiquée dans les montagnes du Kazakhstan et qui aurait ensuite été diffusée via les routes de la soie. Donc le pommier domestique, qu'on va retrouver en abondance dans les habitats romains et médiévaux, il serait en fait issu donc de cette espèce Malus sylvestris, qui est une espèce exogène. Et donc, dans les sources latines, notamment chez Pline, on décrit effectivement l'existence de dizaines de variétés de pommes, mais aussi de poires, de prunes, avec donc la mise en évidence de ces phénomènes de diversification qui suivent donc l'introduction de ces espèces domestiques. Effectivement, ces espèces, elles se diffusent via les grands itinéraires antiques, la route de la soie, mais également des itinéraires qui résultent en fait des conquêtes successives de l'extension de l'Empire romain, et notamment des voies commerciales qui relient la côte ouest de l'Inde via donc la péninsule arabique, la mer Rouge, l'Égypte, la Méditerranée, et qui permettent à ces espèces donc, de se diffuser vers le nord-ouest, avec une mise en évidence d'une diversité absolument extraordinaire, puisque les conditions climatiques permettent une préservation des restes sous forme desséchée, donc dans ces ports de la mer Rouge, en Égypte, avec ici des exemples de plantes exotiques qui ont été retrouvées, des bractées d'artichaut, les fruits du sébestier, le poivre, le riz, la noix de coco, le bambou, beaucoup d'autres espèces qu'on n'a pas l'occasion de voir en Europe sous forme carbonisée, qu'on a retrouvées là en Égypte, du fait des conditions de préservation absolument extraordinaires, avec donc une porte ouverte vers la Méditerranée et la possibilité que ces espèces aient de fait été diffusées dans d'autres régions, mais qu'on n'ait pas gardé les traces pour des raisons de conservation des restes. L'exemple d'une espèce exotique semi-luxueuse, le poivre, qui est donc une liane liée aux forêts tropicales, notamment en Inde. Deux espèces impliquées circulent dans l'Antiquité, le poivre noir, qui est l'espèce majoritaire, mais également des mentions de poivre long, une seconde espèce. Et donc le poivre, il va circuler dans le golfe Persique à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais surtout à des fins médicinales. C'est aussi l'exemple de ces espèces qui peuvent changer d'usage et de statut au cours du temps et acquérir un usage alimentaire progressivement. Donc le poivre connaît un succès immense dans le monde romain, notamment à partir du règne d'Auguste. Et par exemple, dans le traité culinaire d'Apicius, donc un ensemble de recueils de recettes de cuisine mises par écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, le poivre fait partie de pratiquement toutes les recettes. Donc son usage s'est généralisé en cuisine. Un approvisionnement est mis en place pour que le produit soit vraiment disponible en grande quantité. Et ça en fait donc un produit qui s'est petit à petit démocratisé et qui est devenu un produit de demi-luxe. En France, les mentions de poivre restent extrêmement rares, extrêmement sporadiques. Les plus anciennes datant du 1er siècle après Jésus-Christ, avec donc là quand même une connotation d'un produit qui n'est pas consommé par l'ensemble de la population, mais réservé à certaines classes sociales. À l'époque médiévale, cette grande vague d'arrivée d'espèces exotiques que l'on a commencé à observer à l'époque romaine, voire précédemment, va donc se poursuivre avec là des nouveaux apports donc liés à l'expansion arabo-musulmane,
en Afrique du Nord, en Espagne, en Italie, avec là également toute une série de nouvelles espèces qui apparaissent, la mise en culture du riz au XIIIe siècle, la diffusion du blé dur et de ses produits, mais aussi d'autres espèces comme l'épinard, le sorgho, la fève à grosses graines, le houblon, l'aubergine, le sarrasin, donc toute une série d'espèces qu'on va voir apparaître à partir de cette période. Donc le sorgho, notamment, c'est une espèce qui est originaire d'Afrique et que l'on voit apparaître dans quelques sites du XIe, XIIIe siècle en Nord-Aquitaine, lié à une région où la culture des millets s'est un petit peu maintenue. Donc le sorgho fait partie de ces céréales à petits grains. Et l'intérêt, c'est que les mentions de sorgho ne sont pas liées à des habitats aristocratiques, mais vraiment à des habitats paysans, à des habitats d'un statut beaucoup plus ordinaire, y compris à des contextes artisanaux. Et donc une espèce qui s'est petit à petit répandue, mais de manière très locale. Également l'exemple particulier du sarrasin, qu'on dénomme le blé noir, mais qui n'est pas une céréale, qui est en fait une plante de la famille des Polygonacées, et qui est originaire d'Extrême-Orient, avec des mentions carpologiques qui sont relativement tardives, alors que les mentions palynologiques suggèrent une importation beaucoup plus précoce, notamment dans le nord-ouest de la France. Donc une espèce qui s'est également répandue là sous l'influence musulmane, puisqu'on la trouve d'abord en Espagne et ensuite dans le Roussillon. Donc il s'agit de l'épinard, avec donc deux ancêtres sauvages spontanés qui sont possibles pour cette espèce. Et une espèce que l'on voit représentée donc, dans l'iconographie, liée en fait au jardin, dans lesquels elle va être cultivée donc, en monoculture. Et une première attestation qui est donc observée en milieu montagnard sur le site de Montaillou, dans un contexte de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Donc c'est un habitat de berger, et on a retrouvé cette espèce donc, dans un foyer qui témoigne là d'une première voie d'introduction de cette espèce, donc via l'Espagne, dans le sud de la France. Après l'époque médiévale, l'époque moderne, donc là également à nouveau un foisonnement de nouvelles espèces issues du Nouveau Monde, avec toute une série de nouvelles plantes qui sont concernées. Donc le fraisier, qui là également n'est pas issu de l'espèce sauvage indigène qui est le fraisier des bois, mais qui résulte en fait du croisement de deux hybrides, donc croisement qui a été effectué en France au XVIIIe siècle, et qui a donné donc notre fraisier cultivé. Donc c'est en fait une espèce qui est originaire de deux espèces américaines. D'autres plantes concernées, c'est évidemment la tomate, le maïs, la pomme de terre, les haricots, les courges, les potirons, le café, le cacao, le tournesol, toute une série d'autres espèces, avec la mise en évidence de celles-ci dans des contextes de l'époque moderne, et parfois des contextes d'accueil qui réservent à ces plantes nouvelles une sensibilité contrastée. Ainsi, il y a la tomate a d'abord connu une grande méfiance à son arrivée, notamment dans les milieux savants qui la tenaient pour toxique, alors qu'elle a été adoptée de manière beaucoup plus directe et sans réserve dans les milieux paysans. Donc on s'intéresse non seulement au contexte d'arrivée de ces espèces, mais aussi à la manière dont elles ont été perçues et dont cette perception a pu évoluer au cours du temps. Et également donc des premières mentions de courges et de potirons. À l'époque romaine, on avait vu plusieurs représentants de la famille des cucurbitacées faire leur apparition. Donc c'était le cas du melon, de la gourde calebasse, de la pastèque.
Mais d'autres espèces, elles sont originaires donc, du continent américain, et donc il s'agit de ces courges et potirons, dont on voit déjà une grande diversité s'exprimer dans l'iconographie du XVIIe siècle, avec toute une série de variétés qu'on le trouve déjà sur les étals et commercialisées. Également des rythmes d'introduction saccadés pour d'autres grandes familles de plantes, notamment pour les agrumes, qui représentent la première production fruitière mondiale, mais dont l'histoire est encore un petit peu méconnue, parce que ce sont des espèces qui restent rares dans le matériel archéobotanique. Donc une présence très précoce en Italie, peut-être dès l'époque archaïque. Les premières attestations sous forme de semences datées du IIIe siècle avant Jésus-Christ, notamment dans les niveaux pré-romains de Pompéi. Mais en France, une présence qui n'est pas connue avant le XVIIIe siècle. La première occurrence concerne donc un site localisé à Bordeaux. Et une présence des agrumes qui est en fait liée à un intérêt des grandes cours royales pour ces espèces, qui étaient donc cultivées en orangerie, dans des serres chauffées, et qui participaient donc d'une mise en scène, d'une iconographie liée à ces classes sociales particulières, avec notamment toute une référence donc, au mythe des pommes d'or, du jardin des Hespérides, et toute une mythologie qui s'est développée autour de ces espèces. Donc une classification des agrumes complexe avec 3 espèces primaires, donc le cédrat, la mandarine et le pamplemousse, et ensuite toute une série d'épisodes d'hybridation qui ont conduit à cette diversité énorme que l'on connaît actuellement, et donc les oranges qui font partie de cette diversité que l'on a donc observée sur ces sites de Bordeaux. D'autres exemples de ces espèces exotiques importées d'Amérique. Donc là, le contenu d'une cruche découverte sur une épave donc, coulée au large de Saint-Malo. Cruche qui contenait donc des semences qui ont été identifiées comme pouvant appartenir donc, soit au piment, soit au poivron, avec là également donc, importation de sauces ou d'espèces dans des contenants via donc, ce commerce maritime. Et puis l'histoire se poursuit jusqu'à l'époque actuelle, puisque on continue donc de voir l'arrivée de certaines espèces. Je me souviens notamment enfant d'avoir goûté pour la première fois des avocats, et on ne savait pas très bien comment consommer ces espèces. On en faisait des salades de fruits. Donc également les premiers litchis. Actuellement, on voit arriver d'autres espèces comme les physalis qu'on évoquait, les baies de goji, toute une série de nouvelles espèces. Également le quinoa, qui est donc une famille de la famille des Chenopodiaceae. Et toute une série de nouvelles plantes qui font donc leur apparition et qui viennent encore enrichir ce patrimoine gigantesque qui s'est donc constitué petit à petit au cours de l'histoire et qui ne cessera de s'élargir. Donc l'idée d'une identité culinaire, c'est quelque chose de très fluctuant parce que ça supposerait de figer les choses dans le temps, et ce que nous montre l'archéologie et en particulier l'archéobotanique, c'est au contraire une histoire qui n'a cessé de se modifier, des plantes qui ont constamment été incorporées avec des changements de statut, des changements d'usage, des histoires très contrastées au cours du temps, et donc des traditions qui n'ont cessé en réalité d'évoluer. Je vous remercie.